Bonjour Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Demain, Xi Jinping, le président chinois en visite d'État en France pour plusieurs jours. C'est un véritable événement. Vous, à Reporters sans frontières, vous allez manifester pour les droits de l'homme en Chine. Reporters sans frontières défend la liberté de l'information partout dans le monde, mais particulièrement en Chine parce qu'il est en train de s'instaurer une espèce de modèle, ou plutôt de contre-modèle chinois. C'est-à-dire, ce pays est tellement puissant, et notamment avec sa puissance économique, que beaucoup sont fascinés et en déduisent que ce régime serait finalement un régime de despotisme éclairé normal. Or, c'est un régime qui opprime. Il y a aujourd'hui 100 acteurs de l'information, c'est-à-dire c'est soit des journalistes professionnels, soit des blogueurs, des nets citoyens, en détention parce qu'ils ont tenté de révéler ce qui se passe réellement en Chine. Oui. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'évidemment, c'est toujours la question, est-ce que finalement, il y a un poids possible pour faire plier la Chine? Je suis allé en Chine il y a quelques mois et j'ai entendu beaucoup là-bas de dissidents, de journalistes, dire on a besoin d'organisations comme Reporters sans frontières. Ça nous aide. Parce que, en plus, il est en train, et notamment Xi Jinping, qui est au pouvoir, qui est président depuis un an, de combattre encore plus qu'avant, alors même qu'il avait laissé entendre, il a fait de très beaux discours sur les médias, sur l'application de la Constitution. Et la liberté de l'information, elle est prévue dans la Constitution. Mais Xi Jinping, en fait, il mène ce qu'il appelle une campagne contre les rumeurs, qui en fait est une campagne très violente contre les nets citoyens. Là-bas, les conférences de presse sont truquées, et même des grands reporters occidentaux s'en sont récemment offusqués, parce que les questions posées par des étrangers, c'est en fait, par exemple, une jeune journaliste chinoise qui travaille pour un média australien, qui est propriété de médias chinois. Et puis, dernière chose, Xi Jinping et le Parti communiste viennent d'imposer à tous les journalistes chinois un examen d'idéologie pour que leur carte de presse soit renouvelée. C'est un pays où il y a de la censure et où il y a de la propagande. Oui. Les médias reçoivent 1000 directives de bureaux de la propagande par an. Même le dernier classement mondial de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières, dans lequel la Chine est 175e, a fait l'objet d'une circulaire. Ne publiez pas, était-il indiqué aux journaux, et envoyez-nous un accusé de réception pour bien vérifier que vous avez eu le message. Alors on va voir une affiche de Xi Jinping, vous l'avez représenté de manière un peu provocante d'une certaine façon. Est-ce que, encore une fois, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a du poids, ce genre d'affiche? Regardez cette photo. Cette campagne, qui a été lancée il y a un an, c'est une campagne qui concernait d'autres personnalités que Reporters sans frontières qualifie de prédateurs de la liberté de la presse, elle a été beaucoup reprise dans l'ensemble du monde. C'est une stratégie dite du naming and shaming, accuser et faire honte, et qui consiste à faire en sorte que les États changent leur politique parce qu'ils sont soucieux de leur image. Alors, ça marche mieux sur des États de taille moyenne, pour être tout à fait honnête, que sur de très grands États, comme la Chine, ou sur des États qui vraiment n'ont rien à faire de leur mauvaise image, type la Corée du Nord. Alors vous dites aujourd'hui, il n'y a pas de véritable progrès sur les droits de l'homme en Chine? La Chine s'ouvre au plan économique, on va bien voir, il va y avoir des contrats signés peut-être en France lors de cette visite d'État du président chinois. Mais est-ce qu'il y a des progrès qui peuvent venir avec? Sur le 1,3 milliard de Chinois, il y en a de plus en plus qui, sur les réseaux sociaux, essaient de diffuser des informations. Mais le pouvoir, il fait en sorte, il sait qu'il ne peut pas empêcher quiconque de parler, mais il fait en sorte que le système ne soit pas remis en cause, que les grands sujets ne soient pas traités, et que surtout, dès que quelqu'un prend du poids, on lui tape sur la tête. Et c'est la procédure principale de la lutte contre les soi-disant rumeurs, qui sont en fait une lutte contre l'information. Dès que vous êtes retweeté quelques centaines de fois, alors vous encourez une sanction, et là, elle peut être extrêmement lourde. Vous pouvez passer 10 ans en prison. Oui. Regardez ces images. Nous étions le 5 juin 1989. Il y avait un homme, et vous dites vous-même, d'ailleurs, vous le qualifiez de héros mondial. Vous dites évidemment pas seulement chinois, qui affrontait les chars, arrête les chars, donc sur cette avenue de la paix éternelle, cette avenue Chang'an de Pékin. Et cette image-là va marquer le monde. Vous, Christophe Deloire, dans un livre, vous vous êtes interrogé et vous êtes parti à l'enquête pour savoir qui était cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que cet homme de dos, vous l'appelez l'homme qui ne se retourne pas, cet homme est un mystère. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est l'un des héros les plus connus de l'histoire. Mais c'est le seul dont on n'ait jamais vu le visage, dont on n'ait jamais entendu la voix et qui n'ait jamais été identifié. Et non seulement c'est un héros de la résistance politique, parce que c'était il y a 25 ans, on va bientôt fêter, commémorer plus exactement, les 25 ans du mouvement de Tiananmen et de son écrasement. Et cet homme, qu'on surnomme Tankman, il s'oppose à ce qu'une colonne de chars quitte le lieu du crime, la place Tiananmen. Et c'est un acte de courage
qui démontre la capacité de l'homme à résister au Oui. destin. Alors on le voit aussi, il monte à un moment sur le char, comme on voit sur ces images extraordinaires, vous nous raconterez comment elles ont été filmées, et il dialogue à un moment donné avec celui qui conduit ce char. Et vous dites aussi, celui qui conduit ce char est aussi un héros parce qu'il ne l'a pas écrasé à ce moment-là. Ben, c'est ce que le président George Bush père a signalé au lendemain de Tiananmen, c'est que cet homme, ce pilote de char, s'est arrêté alors même que des chars sont passés sur des tentes dans lesquelles il y avait des étudiants la veille au soir et l'avant-veille. Et c'est aussi ce qu'a dit la propagande regardez, chinoise. alors là, quand à ce moment-là, il est donc emporté, il y a des gens qui viennent d'abord en vélo. Et là, que se passe-t-il, Christophe Deloire? Il disparaît. En fait, c'est un personnage qui entre dans l'histoire, on ne sait pas d'où il vient, qui il est et qui en ressort. Et c'est pourquoi je me suis lancé à sa recherche. Parce que ce personnage, il incarne la capacité à résister au destin tout court. C'est pour ça qu'il est dans des chambres d'étudiants. Et que c'est un personnage qui a eu un effet immense sur l'histoire. Alors, comme le dit d'ailleurs un ancien conseiller de Nixon, il a finalement eu plus d'influence sur l'Europe de l'Est, puisqu'il a servi d'exemple en Europe de l'Est et finalement contribué à libérer l'Europe de l'Est, qu'en Chine, parce qu'en Chine, c'est un tabou absolu. Et quand on se rend aujourd'hui sur la place Tiananmen, les jeunes gens qui sont là, qui ont 25, 30 ans, ils n'ont jamais vu cette photo. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Quand on interroge les officiels chinois, ça a été le cas notamment lors du 20e anniversaire, ou lors d'une conférence de presse, a été posée la question au porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le pouvoir parle de l'incident politique de la fin des années 80 et des questions connexes. Les questions connexes, c'est le massacre de centaines de personnes. Alors, on essaie de savoir qui il est. Il y a eu des journalistes qui ont même posé la question au président chinois de l'époque, journée de ABC News. Il lui répond... Cet homme n'est pas tué. I think never killed, répond en anglais le président chinois. Mais lorsqu'on va voir les dissidents, lorsqu'on fouille des archives, et notamment ces télégrammes diplomatiques américains de l'époque et de plus tard dans les archives de Wikileaks, et je suis allé fouiller, lorsqu'on va chercher dans des rapports déclassifiés de la CIA, lorsqu'on trouve de nouvelles photos, et avec les témoignages, on arrive à reconstituer le puzzle, à retrouver la trace de Tankman. Alors, il aurait été tué peut-être tout de suite après, selon certains. Il n'aurait pas pu survivre davantage. D'autres pensent qu'il aurait pu être tué le 18 juin qui suivait, donc quelques jours plus tard. D'autres pensent qu'il pourrait être encore en vie. Alors, il demeure une part de mystère. En tout cas, il vit toujours, son esprit vit dans le cœur de certains dissidents, et il y a des rencontres extraordinaires. J'en citerai une, Ding Xilin, dite... C'est celle qui a créé le mouvement des mères de Tiananmen, qui ont perdu leurs enfants. Et tous les soirs, lorsqu'elles pensent à son fils de 17 ans, qui est mort en juin 89 à Pékin, elles superposent l'image de Tankman. Et j'ai rencontré un homme, et c'est la fin de l'ouvrage où je me suis trouvé face à Tankman. C'était lui, même s'il reste une part de mystère. Merci beaucoup Christophe Deloire, donc secrétaire général de Reporters sans frontières, à la veille de la visite en France du président chinois, d'être venu nous parler de Flammarion, de ce livre « L'homme qui ne se retourne pas ». Merci. Merci.